Merci d'être là. En tout cas, qui fait la piscine aujourd'hui, du coup? Ah ouais, super sympa, merci. Bon, j'imagine que je représente une énorme pause dans votre journée. Profitez. Vous voyez ça, vous savez que l'inspiration ne vient pas... on a besoin de s'arrêter. Vous voyez, l'inspiration ne vient pas quand on est devant son ordinateur. C'est bizarre de dire ça à des codeurs, mais c'est vrai. Parfois, c'est bien de faire une pause pendant la journée. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Axel Tessandier. J'ai rencontré... Qui j'ai rencontré? Tamchi à 50 Partners il y a 10 jours, du coup. Et du coup, il m'a proposé de venir ici et j'ai dit oui avec plaisir. J'étais déjà venue 2-3 fois parce que j'avais rencontré Gabriella l'année dernière et donc Nicolas m'avait fait la vie de... Quoi? Mais tu fais bien. Elle a mis sa robe et tout. Et du coup, donc j'avais rencontré Gabriella l'année dernière. J'étais venue voir votre école en décembre. J'avais trouvé ça hallucinant. Donc du coup, j'avais écrit dessus parce que j'écris pour le Huffington Post. Et voilà, j'avais l'impression que l'avenir se passait un peu chez vous, quoi. J'avais l'impression que vous aviez un peu tout compris à plein de trucs, en fait. Par rapport à... Enfin, Nicolas m'avait vendu un truc de fou, je dois dire. Et effectivement, donc, quand on m'a proposé de revenir présenter plutôt Kickstarter, donc moi, en fait, j'ai mon agence qui s'appelle Axel Agency. Je vis à San Francisco depuis 5 ans. Donc, je fais plutôt l'aller-retour entre Paris et San Francisco depuis 1 an. Mais je me suis occupée du lancement de Kickstarter en France. Donc, en fait, j'ai dû être là depuis mars. Et du coup... Donc, vous connaissez tous Kickstarter? Je ne vous ai même pas demandé. Vous avez déjà contribué à un projet sur Kickstarter? Déjà créé un projet sur Kickstarter? Non. Mais maintenant, vous pouvez. Donc, du coup, c'est la news. Donc, du coup, est-ce que certains d'entre vous ont regardé les premiers projets français depuis le 27 mai? Oui, putain. J'adore Flanners. Moi, j'arrête pas de faire leur pub. Je crois qu'il faut que j'arrête. Il y a des gens qui pensent que je vais avoir un proto gratuit. Maybe. Mais du coup, non, j'adore Flanners. Et Flanners, en plus, non seulement le proto est bien, donc ils l'ont fait à l'incubateur des arts et métiers, mais en plus, parce que Kickstarter, vous allez voir, c'est pas seulement le produit, c'est pas seulement le proto. Ils ont fait une très très bonne com, en fait. Ils avaient un rétro-planning vraiment nickel chrome, extrêmement bien pensé. Du coup, avec Sensor Wake, vous avez peut-être vu Sensor Wake, le mec a gagné la Google Fair, en fait, avec le réveil olfactif. Lui aussi fait une très belle campagne, parce que là, il a levé plus de 120 000 € en 10 jours. Donc lui, il fait un truc très chouette. Donc voilà. Donc moi, j'ai mon agence que j'ai créée. Et donc Kickstarter est une des missions que j'ai. Donc on a lancé... Donc moi, je suis arrivée en fait en mars pour trouver des créateurs de projets, pour avoir de beaux projets à mettre sur la plateforme. Donc le 11 mai, on a ouvert aux créateurs, donc aux start-upers, aux makers, etc. Et le 27 mai, les premiers projets étaient live. Donc le 27 mai, à 4h du matin, je me suis réveillée parce qu'à partir de 5h du matin, les premiers créateurs en fait, que j'avais trouvés depuis mars-avril, pouvaient mettre leurs projets sur la plateforme. Et donc le premier jour, on avait une centaine de projets. Donc on était hyper contents. Et avant la fin de la journée, il y en avait 3 ou 4 qui avaient levé les 100%, en fait, 100% de l'argent qu'ils avaient demandé. Donc ça prouve un peu la force de frappe de la plateforme. Donc c'est de ça dont je vais vous parler un petit peu. Puis si vous voulez, après, on pourrait me poser des questions là-dessus ou sur autre chose. Parce que vous voulez. Enfin, sur autre chose. Plutôt sur Kickstarter, quoi. Donc, Kickstarter, c'est pour un projet créatif avec d'autres personnes. Et je sais qu'en France, comme les projets très connus sont plutôt hardware, geek, design et les vidéo games, Kickstarter est très, très associé à ça. Mais en fait, sur Kickstarter, il y a vraiment 15 catégories. Et donc, vous voyez, moi, par exemple, le premier jour, j'avais des danseurs. J'avais pas mal de projets autour de, pas de la de la bouffe, de la gastronomie, journalisme, théâtre, technologie, édition, musique, cinéma et vidéo, artisanat, BD, art, mode et donc musique, je vous ai dit. Ici en France, on est assez connus, enfin ils sont assez connus pour les projets tech et design parce que c'est ceux qui lèvent le plus d'argent et c'est ceux aussi qui font le plus de bruit en fait. Donc c'est peut-être ceux, vous voyez, je dis People Watch, je dis Print, je dis Lima, tout le monde connaît parce qu'effectivement les gros succès de la plateforme sont plutôt liés aussi à cette catégorie. Donc Kickstarter a été créé en 2009, donc à New York. Ils sont toujours à New York. C'est un bureau de 120 personnes. La France est le 12e pays à être ouvert, c'est-à-dire ouvrir un pays pour Kickstarter, ça veut dire permettre aux créateurs d'un pays de créer un projet de la France avec un compte en banque français, avec une société française ou en tant que particulier. Donc, mais il n'y a qu'un bureau, en fait, toujours de Kickstarter. Donc c'est 84 000 projets financés. C'est quand même énorme. En 6 ans. Et c'est 1,5 milliard d'euros en fait, qui ont été levés pour soutenir ces projets. Donc Kickstarter, il y a 8,5 millions de contributeurs dans le monde.
Et c'est 2,6 millions de contributeurs qui ont soutenu plus d'un projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que quand vous allez sur Kickstarter, c'est pas... en fait, le backer, c'est pas un touriste, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est devenu une habitude pour lui de soutenir des projets. C'est une façon pour lui, en fait, de soutenir des projets, de dépenser son argent pour soutenir, je sais pas, parfois une start-up, parfois un projet art, etc. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle les serial backers. Et c'est des gens qui reviennent tout le temps sur la plateforme. Pour moi, je compare toujours ça un peu comme Airbnb, dans le sens où parfois, moi, je vais sur Kickstarter, je ne sais pas ce que je veux backer, en fait. Parfois, je me balade. Et puis, parfois, je trouve un truc que j'ai envie de backer. Sur Airbnb, bon, ça peut sembler bizarre comme hobby, mais parfois, je regarde les... Parce que je trouve qu'Airbnb, le design est très bien fait. Donc, parfois, sur Airbnb, je vais sur la plateforme juste pour regarder les appartements, même si je n'ai rien à louer. Donc, c'est très, très bizarre comme hobby, je suis d'accord. Donc, non, mais vous voyez, c'est la force du design pour un site internet. Parce que moi, Airbnb, je trouve qu'ils n'ont rien inventé. C'est pas de la sharing economy, ça s'appelle de la renting economy. Ça s'appelle louer un appartement, ce qu'on fait depuis 50 ans, quoi. La seule chose qu'ils ont créée, c'est qu'ils ont repéré la force du design, quoi, pour une start-up. Et Airbnb, ils ont même lancé dans la Silicon Valley. On en parlait un peu du design, etc. Mais le fait qu'il y ait 2 cofondateurs designers, comme Airbnb, les 2 cofondateurs sont des designers, ça a vraiment placé sur la roadmap de la Silicon Valley l'importance du design. Il y avait évidemment Steve Jobs et Apple qui le signalaient. Mais quand même, dans les startups, c'est devenu un truc super important. Donc eux, ils ont vraiment mis ça en place et c'est absolument vrai. Et d'ailleurs, maintenant, les startups qui marchent dans la Silicon Valley, vous connaissez peut-être Nest, par exemple. Bon, Nest, c'est quand même, grâce au design, rendre un thermostat sexy, quoi. C'est quand même... Non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est un thermostat. Donc les gens, quand tu vas dans la Silicon Valley, ils disent « T'as vu mon Nest ?» Je dis « Ouais, j'ai vu ton thermostat. » Donc ouais. Non, mais voilà, c'est quand même ça. Alors, revenons au sujet. Donc, reversé par les contributeurs qui ont soutenu plus d'un projet. Donc, 60% plus d'un projet. Qui a déjà backé plus d'un projet sur Kickstarter? Bon, ça fait pas beaucoup. Bon, en même temps, l'usage est en plein développement ici. Et 40%, un projet. Donc les contributeurs de Kickstarter, ils habitent dans presque tous les pays du monde. Dans 225 pays, il y a... Bon, je vous donne une stat qui m'amuse. Il y a 12 backers, par exemple, en Mongolie. Je trouve ça dingue. Je sais pas, on devrait... Mais qu'est-ce que ces 12 mecs, on devrait aller les voir, je crois. Je sais pas, on devrait faire une vidéo, tu vois. Donc il y a vraiment des backers dans quasiment tous les pays du monde. Ce qui est c'est la puissance de frappe de la plateforme, en fait. En 2014, plus de 7,5 millions d'euros ont été engagés vers des projets sur Kickstarter par plus de 41 000 contributeurs français. Donc moi, on me demande souvent pourquoi ils ont ouvert la France maintenant, pourquoi cette année, etc. Donc moi, quand je veux faire du French Love, et c'est la vérité, je dis parce qu'il y a une grande communauté créative ici, c'est-à-dire, moi, j'ai rencontré pendant 2 mois et demi des makers, des créateurs, des start-upers, je n'ai fait que ça, puisque j'étais là pour les identifier et les mettre sur la plateforme. Donc moi, je me suis retrouvée à Issy-Montreuil, dans les Fab Labs de Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, ici, etc. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une dynamique hallucinante. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'on n'avait pas à rougir de la Silicon Valley. Voilà vraiment ce que je pense. Je veux pas faire du Xavier Niel, mais c'est-à-dire que je le pense quand même. Moi, ça fait 5 ans que je vis là-bas. Et effectivement, j'ai trouvé en termes de hardware, en termes surtout sur le maker mouvement, par exemple, sur les Fab Labs, etc., j'ai trouvé qu'on avait vraiment plein de choses. Bon, il y a peut-être une petite différence de mindset, mais en tout cas, Kickstarter s'est intéressé à ce marché parce qu'il y a un potentiel créatif monstrueux ici, et pas seulement sur les startups. Et quand vous parlez d'une plateforme art, technologie, la France, elle a quand même une légitimité... je sais pas, par exemple, le cinéma, on est quand même ultra connu, la mode, la musique, la French Touch. Moi, j'ai très très envie de voir ce que va donner la bande dessinée. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais je le pense. En bande dessinée, on est super fort. Donc du coup, l'attractivité du marché français, elle est aussi liée à cet ADN et aussi au fait que 41 000 contributeurs français, alors qu'on ne pouvait pas créer de la France, c'était un marché assez important en Europe déjà pour Kickstarter. Le premier étant donc l'Angleterre qu'ils ont lancé l'année dernière et aussi l'Allemagne qu'ils ont lancé quasiment en même temps que nous. Donc voilà, donc le 27 mai, cette page-là, elle s'est mise en live. Donc depuis le 27 mai, en fait, vous pouvez, en cliquant sur démarrer votre projet, créer votre page, enregistrer un compte en banque français en tant qu'individuel ou en tant que start-up ou société. Et en fait, c'est le premier truc que vous faites quand vous arrivez sur Kickstarter. Donc ici, je sais qu'on s'en rend peut-être pas encore bien compte, mais ça va venir, j'en suis persuadée. Mais Kickstarter, par exemple, aux États-Unis, c'est une portée culturelle qui est hallucinante. Donc il y a au moins une douzaine de projets financés sur Kickstarter qui ont été propulsés dans l'espace. Donc ça, je veux dire, le ciel n'est même pas la limite quoi, sur Kickstarter. Donc ça, c'est des projets très drôles à découvrir avec le lien que je vous ai mis.
par exemple, ça, vous voyez, alors on est très loin du hardware, on est très loin du coding, mais ça vous prouve quand même que les catégories créatives sur Kickstarter, elles sont nombreuses. Donc en fait, ça, c'est 2 artistes néerlandais. Ils ont repeint toute une favela de Rio. Maintenant, la favela, elle ressemble à ça. Et du coup, ils ont levé, je me souviens plus combien exactement, mais peut-être un peu moins d'1 million avec 1500 contributeurs. Donc ça, c'est le genre de projet, par exemple, pour Kickstarter, qui est hyper important. Parce que c'est le genre de projet qui va attirer aussi la presse, les yeux, qui va montrer en fait à quoi ça sert pour Kickstarter de soutenir une communauté créative. Parce que Kickstarter est quand même né là-dedans. En fait, maintenant, c'est devenu un vrai enjeu pour les écosystèmes des startups, comme une proof to concept ou pour les investisseurs, etc., etc. Le but est aussi en fait de montrer que c'est la communauté créative qui change le monde, qui pousse le monde dans le bon sens, qui crée des projets qui ont de la valeur. Donc moi, par exemple, je vais raconter une histoire. Un grand groupe est venu me voir, grand groupe, qui n'est pas ce qu'on appelle le créateur indépendant, quoi. Et du coup, eux, ils voulaient vraiment créer quelque chose qui allait tuer en interne, et ils voulaient utiliser le crowdfunding pour ça. Et en fait, du coup, Kickstarter a refusé, parce que c'est dans leur ADN. Ils disent, nous, on est là pour soutenir les mecs dans leur garage, les équipes de 5 personnes qui ont envie de faire quelque chose. On est vraiment là pour soutenir le créateur indépendant. Donc, c'est pas du chiquet, quoi. C'est quelque chose de hyper important pour eux. Chiquet, très vieille expression. Je me sens très vieille, là. Alors, par exemple, sur le cinéma, c'est hallucinant. Par exemple, aux États-Unis, 7 films financés sur Kickstarter ont été nominés aux Oscars. Et en 2013, le court-métrage documentaire Innocence, qui a décroché la statuette, il a été fait sur Kickstarter. Donc, vous voyez, par exemple, dans le Cinoche, c'est devenu un truc... je veux dire, à Sundance, je crois qu'à Sundance, c'est 10% des films qui sont en compétition qui ont été faits grâce à Kickstarter. Donc, on a déjà vu, peut-être vous avez déjà vu des projets français qui ont un peu utilisé des subterfuges avant qu'ils ouvrent en France. Donc, alors ça, c'est 2 étudiants français qui ont lancé de l'assaut quand ils sont, après avoir été diplômés. Non, mais c'est vachement bien. Ils ont fait une... non, mais là, comme ça. Non, mais voilà, alors là, les hardware, là... Non. C'est vachement important, ce genre de projet. OK ? Donc, ils ont fait... Ils ont levé beaucoup d'argent, essayez d'en faire autant. Donc eux, leur plateforme a cartonné. Bon, je vais vous montrer du hardware, c'est pas possible. Allez, Print. Alors voilà, Print, vous devez connaître quand même. Parce que Print, ils ont fait vraiment une super campagne. Et donc eux, en fait, quand vous les rencontrez ou quand vous discutez avec eux, rien n'a été laissé au hasard. Voyez, le truc, c'est que Kickstarter, c'est devenu un tel enjeu pour les startups qu'ils avaient un rétro-planning com, ils ont été au CES, enfin, ils avaient vraiment planifié tout leur truc, ils ont fait une très très belle levée. Et du coup, effectivement, à partir de ce moment, on a eu des exemples comme ça en France notamment. Cet enjeu-là, il s'est créé en fait pour Kickstarter et moi je le vois bien. En fait, j'ai été très 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 bien accueillie, honnêtement, depuis le mois de mars. Moi, j'avais un peu peur par rapport à l'écosystème du crowdfunding. Je dis bon, peut-être que je suis le méchant américain, tout ça. Non, parce qu'en fait, effectivement, d'abord, il y a un aura autour de Kickstarter qui est hallucinant, ici notamment. Et en fait, Kickstarter représente vraiment une aide, en fait. Alors, je sais que les projets les plus connus sont ceux qui lèvent 1 million, 2 millions, 5 millions, People Watch, 21 millions en mars. Ça n'empêche qu'au-delà de ça, c'est aussi une façon pour vous, sur un projet, de faire du proof to concept. Vous n'avez pas besoin de lever 1 million, mais si vous levez 100 000, 200 000... ça donne déjà un signal, en fait, par rapport au produit que vous êtes en train de faire, par rapport à l'idée que vous avez en tête. Et Kickstarter représente vraiment ça pour l'écosystème. Donc ça, c'est un autre projet, j'ai vite passé, parce que c'est pas du hardware. Donc c'est une collection, ça a très bien marché. Donc, alors les vidéogames, ça cartonne sur Kickstarter, parce que le vidéogame, c'est comme le hardware, ça demande beaucoup d'argent, en fait, pour se développer. Donc effectivement, Kickstarter, il y a quand même une puissance de frappe monstrueuse, parce que vous avez des backers dans 224 pays, et le vidéogame est par définition un projet assez global, en fait. Donc eux, par exemple, ils ont fait 6 projets sur Kickstarter. Ils en avaient un le jour du lancement, le 27 mai. Ils avaient levé les 100% avant que j'ai fini la journée, quoi. Donc le fonctionnement. Donc peut-être que vous connaissez quand même. Donc un projet Kickstarter, il faut qu'il fasse partie d'une des 15 catégories. Ici, vous rentrez tous, parce que vous allez être sur de la technologie, ou il y a peut-être un danseur dans la salle, je ne sais pas. Un projet honnête, présenté de façon claire, et un projet qui n'est pas de nature caritative, qui n'offre pas de contrepartie financière et qui ne comprend pas d'éléments interdits. Donc vous ne vendez pas des armes, de l'alcool. Et vous ne pouvez pas mettre de l'alcool. En fait, vous pouvez faire un projet autour de l'alcool, mais vous ne pouvez pas proposer de l'alcool dans les récompenses. C'est un peu tricky. Dommage. Prochaine fois. Vous pouvez, c'est tricky, mais du coup, oui, mais alors comment tu fais si ton projet est alcoolisé et en fait, en récompense, tu ne peux jamais l'offrir? Parce que tu ne peux pas vendre un projet
Ouais, une carte postale de toi comme ça avec la bière ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, alors moi par exemple j'ai eu des mecs qui faisaient de la dégustation de whisky. 5 petites bouteilles de whisky, ben, ils réfléchissent encore à comment faire. Hein, parce que je veux dire qu'on s'est vu 2 fois, j'ai dit j'ai mieux retourner tout le truc dans tous les sens. Donc en fait, ils voulaient proposer des packaging 5, 10, 15. Et en fait, je leur dis mais c'est hyper déceptif pour la communauté si tu peux pas essayer le produit. Donc en format pré-vente, c'est quand même un peu compliqué. C'est-à-dire oui, mais tu n'as pas le droit. Tu vois, là, tu es à la limite du côté un peu nature caritative, parce que tu fais un don. C'est un peu compliqué. Bon, je vois que le sujet alcool vous passionne. Je suis très étonnée. Mais OK. Réfléchissez-y, c'est un problème à résoudre. S'il y a une start-up ici qui veut s'y coller. OK, donc ça, par exemple, alors vous avez toutes sortes de projets. Ça, par exemple, c'était un mec qui avait proposé, en fait, il a réussi son objectif. Il voulait juste s'enfermer dans une cabane pendant 2 semaines pour enregistrer un album qui aidera le monde à comprendre l'amour. Et du coup, il a levé l'argent, figurez-vous. Vous voyez, il y a des gens qui veulent répondre à cette question. Vous voyez, pour une start-up, se lever l'amour, c'est un bon problème à résoudre. Hein. Donc, vous savez, nous, sur Kickstarter, on a la règle du tout ou rien. Enfin, ils ont la règle du tout ou rien, qui est, en fait, si vous demandez 10 000 et que vous levez 9 999, vous n'avez rien du tout. Je vous conseille de mettre le dernier euro, si vous en êtes là. Mais du coup, il y a cette règle. Et en fait, il n'y a jamais eu de plainte sur cette règle du fait qu'en fait, si tu as 5 000 euros alors que tu avais demandé 10 000, tu n'as rien. Parce que du coup, ça permet... Parce que je peux vous dire qu'une campagne Kickstarter, c'est un engagement pour une boîte assez hallucinant. C'est-à-dire que c'est vraiment... Ça leur prend un temps complètement dingue, mais en même temps, ça les permet de rester... C'est hyper fédérateur, en fait, pour une équipe. C'est-à-dire pour la start-up, c'est vraiment un boulot... Donc, il y a toute la préparation en amont. Et je vous dis la vérité, sur du hardware ou sur les startups, c'est quand même 3 mois à l'avance, ça me semble pas... Ce qui compte pour vous, en fait, c'est d'avoir des préventes activées très vite, en fait, dès les premiers jours. Et pour ça, du coup, vous avez besoin d'avoir un rétro-planning au niveau de la com, de la communauté et tout, hyper bien pensé. Moi, je ne conseillerais pas à un étudiant qui a sa petite idée devant son ordinateur de lancer tout seul son hardware. Ça, c'est la légende urbaine. People Watch, ça a marché la première fois parce qu'ils avaient quand même pensé leur truc. Ils avaient un bon storytelling, ils avaient une bonne légende urbaine à raconter qui était « tous les VC de la vallée nous ont dit non », ce qui était vrai. Personne dans la vallée n'a voulu de People Watch. Ils ont été voir tous les angels, tous les VC et tout. Ils ont dit, bon, OK, on va essayer Kickstarter. Donc, ils avaient cette histoire-là à raconter aux médias très vite parce qu'ils ont levé les 5 millions dès les 15 jours, en fait. Mais ça, je veux dire, je sais que c'est la légende urbaine qui porte un peu le truc, mais moi, je ne conseillerais pas, et je ne le conseille jamais d'ailleurs, encore aux créateurs que je vois aujourd'hui, d'être sans communauté, sans réseaux sociaux, sans support, sans mailing list, parce que moi, je pense qu'un projet Kickstarter, c'est comme une sortie Cinoche, quoi. Il faut que ça démarre très vite. Au cinéma, vous savez la vie de votre film, dès le premier soir à 22h30, vous regardez les 3 premières séances, vous avez compris comment le film va vivre. Je pense que c'est un peu la même chose, en fait, pour une campagne Kickstarter. Donc du coup, les contributeurs sont captivés, ça engage vachement l'équipe, parce que du coup, tu peux jamais te reposer sur tes lauriers. Donc là, par exemple, les premiers projets du 27 mai, ils sont dans la pire période pour un projet, qui est ce qu'on appelle le plateau. Donc là, on est le 14 juin. Vous voyez, ça fait 15 jours sur une campagne de 30, 40 jours. Donc là, c'est le moment où c'est le plus dur, en fait, de continuer à motiver les gens. Donc on voit un gros ralentissement, en fait, sur les contributions. Donc en fait, il faut, du coup, pour garder l'équipe captivée, il y a un gros push sur le départ, le plateau au milieu et tout qui repart les 10 derniers jours. Donc du coup, cette règle-là, elle motive bien. Et effectivement, les risques sont réduits. Ça permet de protéger la communauté, en fait, de Kickstarter, les backers. Parce que du coup, il n'y a pas du tourisme du crowdfunding, quoi. Il n'y a pas des mecs qui viennent là comme ça en se disant j'ai vu la lumière, on va voir si ça marche. Ça, c'est vachement professionnalisé quand même. Donc, il y a 40% des projets qui atteignent leur objectif de financement. Alors, quand je suis en France, on me dit seulement merci. Moi, je trouve que c'est énorme. C'est quasiment un projet sur 2. Mais en France, alors, je vais vous dire d'ailleurs, les créateurs français, bon, moi, je vis depuis 5 ans dans la Silicon Valley. C'est tous les clichés à la con, la peur d'échouer, tout ça, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que c'est... Eux, ils essayent, ils prennent plus le leap of faith, ils tentent le truc, ils y vont. Les créateurs français, ils ont une obsession de ne pas être dans les 60%, quoi. Donc, c'est-à-dire, il y a un espèce de backing dans tous les côtés pour être sûr. Moi, je leur dis, il faut vraiment y aller quand même, il faut prendre le risque. C'est de toute façon pas une science exacte, en fait. Donc, tu ne peux pas être dans le facteur 0. C'est la beauté du geste, quoi. C'est la beauté de cette histoire-là, c'est la beauté de cette plateforme. Donc, je trouve que c'est un très bon exercice pour l'entrepreneur français. Parce que l'entrepreneur français, qu'il le veuille ou non, même si vous êtes des entrepreneurs, des ingénieurs, des créateurs,
c'est quand même bien ancré dans notre ADN que si tu te plantes, c'est pas bien. Et ben en fait, sur la plateforme de Kickstarter, ça peut être par exemple, vous savez la fameuse glacière, vous avez peut-être vu une glacière qui a levé. Exactement. La première fois, il a fait un bid total. Il a mis sa glacière en décembre. Personne n'a voulu de sa glacière. Il revient 6 mois plus tard et là, il lève, je sais pas, plus d'1 million ou 2 millions. Donc vous voyez, la deuxième chance, ça compte sur Kickstarter. Et en plus, non mais c'est une très bonne leçon parce que vous voyez, moi je dis toujours aussi, imagine ta campagne ne marche pas. Putain, mais t'apprends plein de trucs. T'apprends pourquoi ça n'a pas marché. Regarde, parce qu'en plus, maintenant, sur Kickstarter, tu as tous tes Google Analytics que tu peux mettre sur ta page. D'où viennent les gens? Pourquoi ils ne sont pas restés? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le... Tu vois, au niveau du Pardon? Il y a les commentaires. Je veux dire, c'est pas du tout du temps perdu. Et en fait, il y a un peu ce mindset ici. Si tu n'attends pas ton objectif, tout ça pour ça, quoi. Ouais. Non, honnêtement, il l'a juste... vraiment, il s'est vraiment dit, en fait, une glacière en décembre, ça n'a pas de sens, quoi. Et du coup, ça n'a pas de sens. Mais vous voyez, il y a plein de trucs contre-intuitifs, parce que, par exemple, ici, les gens ne veulent pas lancer leur campagne en août. Parce qu'ils disent, août, France, mort. Et ce qui n'est pas faux. Mais si je vous dis quel est le mois sur Kickstarter où il y a le plus de projets successful, le mois d'août. Donc, tu vois, c'est contre-intuitif, parce qu'il faut penser monde, hein. En nombre. Donc, c'est le mois où tu as le plus de... Bah oui, mais les États-Unis rentrent à l'école le 15 août. Et je vous annonce que le concept des 4 semaines de vacances en août n'existe pas partout. Donc, j'irai même nulle part. Donc, du coup, quand vous êtes sur Kickstarter, il faut penser monde. Surtout si votre projet a vocation à l'international. Donc, du coup, vous n'êtes plus trop prisonnier de ça. Et l'Américain, il back quand il ne travaille pas. Il n'a pas l'habitude des vacances. Donc, il reste devant son ordinateur. Donc, voilà. Mais sur des projets franco-français, effectivement... Tu vois, là, moi, il y a une nana qui m'a appelée aujourd'hui. Elle a un projet de snack, de bouffe, et elle pourra livrer qu'en France. Et du coup, moi, je lui ai dit, ouais, après le 3 juillet, tu arrêtes, quoi. Enfin, tu peux lancer jusqu'au 3 juillet, jusqu'au 3 août, mais je ne te recommanderais pas de faire 15 juillet, 15 août, tu vois, sur ton projet à toi, parce qu'il est quand même très franco-français. Donc voilà, donc je trouve que ça, c'est un très bon exercice, vous voyez, pour une équipe, apprendre le leap of faith, apprendre qu'on peut, on peut apprendre plein de trucs de ses échecs, et même de ses réussites, de toute façon. Et du coup, voilà. Donc moi, je trouve que cette statistique, elle est énorme. Et je trouve ça bien que la France en pense pareil. Donc 79% des projets qui ont atteint 20% de leur objectif ont été financés intégralement. Donc ça, en fait, c'est le typing point. Vous voyez, c'est le moment. Quand vous êtes à 20% de votre projet, vous pouvez un tout petit peu respirer. Parce que vous avez 8 chances sur 10 d'être financé. Vous voyez ce que vous comprenez le principe? Ouais. Vous êtes des matheux. Alors, donc 75% des projets qui ont au moins 25 contributeurs sont financés intégralement. Donc 25 contributeurs, ça a l'air d'être rien en fait. Mais quand même, je dois dire que ça dépend des projets. Vous voyez, donc voilà, si de nombreux projets, alors ça, c'est un peu pour tuer la légende urbaine. Sur de nombreux projets dont on entend beaucoup parler, ont permis de collecter des sommes importantes. La plupart des projets sur Kickstarter, environ 60%, ont permis de réunir entre 900 et 900 000 euros. Mais sur votre catégorie, non, ne tuez pas la légende maintenant. Sur votre catégorie, sur la technologie, la levée moyenne, c'est 84 000 $, donc 75 000 euros. Ça, c'est la moyenne sur un projet tech. Bah, c'est pas mal quand même. C'est mieux que 900 euros. Ok, je vous ai perdu. Alors parlons d'un mot qui doit plaire aux ingénieurs, qui est le storytelling. Parce que en fait, chaque projet Kickstarter, je trouve aussi que c'est un hyper bon exercice pour savoir comment raconter votre projet. Parce que avoir une idée et la vendre, c'est deux choses très différentes. Donc, un ingénieur, il ship, il fait tout. Mais s'il a un bon storyteller, quelqu'un qui sait faire du marketing ou de la com, c'est pas toujours une mauvaise idée. Parce que sur Kickstarter, votre page, c'est comme une histoire. Vous allez raconter le why. Pas seulement ce que vous faites, mais pourquoi vous l'avez fait, comment est venue l'idée. Les backers, par exemple, sur la vidéo, ils adorent voir les créateurs. Ils adorent vous voir, vous, face à la caméra, dire « Voilà, j'ai eu cette idée-là avec mon pote Paul, et Paul et moi, vous voyez ?» Donc, par exemple, moi, il y a un projet que j'adore, là, sur Kickstarter, qui cartonne, qui s'appelle Flanners. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Il faut que vous alliez voir, c'est canon. Ah oui, je l'ai redit. Mais non, mais j'ai un problème, je veux vraiment un proto. Non, mais ceci dit, eux, ils ont fait une très très bonne vidéo, parce que donc tu vois le produit, tu les vois eux, mais aussi ils ont joué la French Touch. C'est-à-dire qu'ils ont fait une vidéo genre Paris is Magic, quoi. Donc en fait, ils ont filmé le mec avec tous ses rollers dans Paris. Très très belle vidéo, ça leur a coûté un peu d'argent, mais ils ont bien compris que le produit n'allait pas suffire à lui-même en fait. Donc la vidéo, c'est le plus important sur la page, c'est le plus gros taux de conversion. C'est ce qui fait en fait que les gens vont scroller la page pour aller voir ce que vous faites ou pas. S'il n'y a pas d'engagement sur la vidéo,
tout se complique, quoi. Ensuite, il y a les récompenses. Donc les récompenses sur un projet hardware, c'est de la prévente généralement, ou des goodies, ou des trucs comme ça. Par exemple, sur le cinéma, tu as accès à l'avant-première avec Spike Lee, il avait offert accès à l'avant-première avec dîner avec l'équipe, des trucs comme ça. Donc sur ces projets-là, ça marche bien. Ah oui, et aussi, je sais qu'il y a toujours l'objectif argent, argent, argent sur Kickstarter, mais je pense que les gens négligent complètement la dimension communautaire, la dimension communauté. Parce que en fait, vous allez, maintenant quand les gens ont backé votre projet, vous avez accès directement à eux. Donc en fait, vous pourrez leur envoyer des updates autant que vous voulez. Donc moi, par exemple, sur les projets que j'ai backés, alors je sais pas à quel projet, Flanners, eh bien, c'est la meuf relou. En fait, sur les projets que j'ai backés, sur Wahoo, etc., je reçois un update minimum une fois par semaine où ils me disent voilà, on avance, merci beaucoup, on a atteint notre deuxième palier. Donc en fait, c'est une façon de créer du lien entre vous et eux. Et par exemple, PeopleWatch, ils ont très bien compris, parce que PeopleWatch, ils sont venus la première fois, ils ont levé 5 millions, ils reviennent cette année, en mars. Honnêtement, entre vous et moi, et le streaming, je pense qu'ils pouvaient partir en production sans Kickstarter, même j'en suis sûre. Mais par contre, ils n'ont pas négligé l'effet de la communauté sur Kickstarter. Donc du coup, ils ont refait une campagne, en sachant qu'ils avaient déjà créé une énorme communauté qui les a suivis depuis 9 mois, en fait, depuis la première version. Ils lancent la V2 de Kickstarter, ça part comme une flèche, parce que toute la communauté, plus ce qu'ils ont engrangé de presse, de visibilité, d'influence depuis, se mobilise. Du coup, 21 millions de dollars la deuxième fois, quoi. Ils avaient demandé 500 000 $, hein. Donc bonne opération. Donc voilà, donc ça crée quand même une communauté. Enfin, alors ça c'est une stratégie. Enfin, après, tu sais, il y a vraiment exactement des stratégies où genre, bon, j'ai besoin de 10 000, j'ai demandé 5 en fait, pour avoir l'air d'être un énorme succès, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que moi je te dis, PeopleWatch, je pense qu'ils allaient partir en prod anyway, sur la version 2. Mais effectivement, la mise minimum était à 500 000. Eux, ils savaient très bien que s'ils avaient levé 5 millions la première fois sur la V2, en plus, il y avait tout le truc, tu sais, autour de l'Apple Watch, la concurrence, machin. Ils avaient très, très bien choisi leur timing. Du coup, ils étaient certains, mais oui, tu as cette stratégie-là, qui est d'avoir l'air d'un énorme succès, en fait. Enfin, là, tu vois, quand tu mets 500 000, honnêtement, tu t'attends pas à faire 21 millions de $. Hein. Personne s'attendait à faire 21... Même Kickstarter a été scié, quoi. Personne s'attendait à faire 21 millions de $. Pardon ? Ben non, il lançait une V2 quand même. Oui, et donc, est-ce que tu trouves que c'est mal ? C'est péché. Moi, je trouve ça très malin. Et je trouve ça même pas, en fait, je trouve que c'est même pas retourner l'ADN de la plateforme, parce que Kickstarter, avant d'être de l'argent, c'est une communauté. Tu vois ? Pardon ? C'est-à-dire, c'est combien de pourcents ? Ah non, on prend combien ? On prend 5%. Ils prennent 5%. Non, moi, je ne prends rien. Ils prennent 5%. Non, mais c'est vrai. Ils prennent 5%. Bah ça, c'est comme les autres. Hein. C'est pas énorme. Et tu dois compter... Ah oui, 5%. Et tu dois compter Stripe, qui est le moyen de paiement. Je crois que c'est 3%. Donc tu comptes 5 plus 3, tu comptes 8%, tu vois. Du coup, sur ce truc-là. Mais pour revenir à ta question, tu vois, moi, ça ne me choque pas parce que le fait qu'ils aient pris le risque la première fois, qu'ils aient fédéré une communauté autour d'un très bon produit et que la communauté revienne, moi, je trouve que c'est tout à fait l'ADN de la plateforme. Je trouve que la plateforme, elle est aussi faite pour ça. C'est-à-dire, c'est comme une façon, le fait de donner accès à la vente en premier à cette communauté qui les a soutenus les premiers, je trouve que c'est faire. Je trouve qu'elle est faite pour ça. Parce que quand tu reviens la deuxième fois, que tu fais de la vente, dis, vous nous avez soutenus la première fois, merci beaucoup, on vous donne accès au produit, parce que tu as accès au produit avant tout le monde, quand même. Quand tu fais de la prévente comme ça, tu es en early bird. Et ben moi, je trouve que c'est une façon très fair de remercier le... Ça ne me choque pas, en fait. Je trouve même que c'est fait pour ça, au final. Pardon ? En fait, parce que c'est deux choses très différentes. PeopleWatch, c'est une start-up et effectivement, ils partaient en V2. Non, c'est des choses très différentes. Je t'assure que c'est vraiment des choses très différentes. Et encore une fois, ils avaient vraiment créé une communauté qui attendait ça et qui voulait avoir accès en premier à la V2. Et moi, je trouve ça logique, en fait. Moi, si j'avais pris le pari de les soutenir, et en plus sur Kickstarter, je vais te dire pourquoi Kickstarter est vachement important pour l'innovation. Parce que quand tu as un mec qui te dit non, ou deux, ou 3, tu vas avoir 3 VC, tu vas avoir 3 investisseurs qui disent non, et que finalement sur Kickstarter, la prime à l'innovation, elle est récompensée, c'est-à-dire tu as 1500 personnes qui te disent « Ah bah nous on te dit oui », bah, je trouve que c'est vachement important. Et sur Kickstarter, il y a une prime à l'innovation.
Plus ton projet il est innovant, plus il est différent, plus il est bold, plus tu as des chances d'exister, en fait, au milieu des 88 000 projets par an. Donc moi, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir cette plateforme-là, parce que c'est comme dans le cinéma. Moi, j'ai bossé dans le cinéma avant. Tu as 5 personnes en France qui font le cinéma. Tu as le mec au 7e étage, c'est Canal+, TF1, France Télévisions, Arte. C'est ces mecs-là qui distribuent... Pourquoi vous rigolez? Non, c'est vrai. Pardon? Bah oui, parce que le plus grand bureau, quoi. Et du coup, au 7e étage de l'immeuble, où est le bocal? Au rez-de-chaussée? Classique. Donc, ils n'ont pas compris que s'il y a des incendies, il faut partir au rez-de-chaussée. Voilà. Ceci dit, je te dis, quand j'étais à Vegas, vous connaissez Zappos? Et Tony, si vous voyez ce que c'est Zappos? Tony, il a pas... le CEO, il a mis son bureau volontairement dans la salle la plus moche, au milieu de tout le monde. Il a le plus petit bureau. Donc, vous voyez, c'est aussi un truc de market, ça. C'est très haut. Quand tu arrives, tu ne sais pas quel est son bureau, quoi. Il a le bureau le plus petit des employés. Ouais, non mais c'est ça. Non, mais je veux dire, Kickstarter, ça sert à ça. C'est-à-dire, dans le Cinoche, tu as 3 ou 4 mecs qui vont décider de l'avenir de ton film, notamment dans les documentaires. L'exemple que je vous ai donné, parce que les documentaires, c'est très dur à financer, et notamment en France aussi. Et ça, en fait, ça va être hyper utile pour ces créateurs. Parce qu'un documentaire, si tu as 1500 personnes qui veulent le voir, tu peux le faire exister. Parce que c'est parfois du cinéma de niche. Mais ça permet de débloquer les 5 personnes du 7e étage. C'est important. Donc la vidéo de votre projet personnel, courte, à partager. Alors je vous dis la vérité, sur les trucs hardware, j'ai vu des vidéos de fous, parce qu'effectivement, ils essayent de faire un truc hyper fancy, un truc hyper travaillé, etc. Moi, je trouve que les meilleures vidéos, ce sont les plus honnêtes, celles qui vous correspondent le plus, celles qui correspondent à l'ADN de la boîte, à la culture de la start-up. Moi, je ne sais pas pour vous, mais une vidéo de plus de 2 minutes, je trouve ça trop long. Donc, ça dépend, mais sur Kickstarter, je trouve ça trop long, ça fait plus de 2 minutes. Donc nous maintenant, eux, ils ont mis à disposition des titres et des sous-titres pour votre vidéo, donc pour la traduire en fait directement. Donc la récompense que je vous ai dit, un exemplaire, un aperçu du processus créatif, une expérience partagée. Là vraiment, surtout sur les projets hardware et technologie, c'est vraiment pas une difficulté. Alors la valeur des récompenses, 25 €, c'est l'engagement Kickstarter le plus courant. C'est l'argent, c'est le no-brainer en fait. C'est ce que donne le plus souvent. Je vois que tu ne comprends pas ce que je dis. 25 €. Non, j'ai vu dans tes yeux. Comme ça. Donc 25 €, c'est la somme en fait la plus facilement engagée. Donc c'est pour ça que les créateurs ont toujours un truc à 25, 30 € en fait. 5 à 7, c'est le nombre idéal de niveau de récompense. Mais bon, tu peux en mettre plus, tu peux en mettre 8. Mais après, quand il y en a trop, c'est un peu... trop de choix, tu le choix, quoi. Et 100 €, c'est le niveau qui génère le plus d'argent. Donc ça veut dire que c'est à cette récompense, à 100 € que la start-up récolte le plus d'argent sur son projet. Donc les actualités, c'est ce dont je vous parlais, c'est tous les updates. Ça vous permet... Oui. En fait, c'est... Là, ce que je te donnais, 25 €, c'est la moyenne. C'est la moyenne de ce que les gens donnent le plus souvent comme argent. Ouais. Ouais. Alors, attendez. Bon, 25 €. Alors... tu vois, il te faut une récompense à 25 €. Donc les actualités, c'est ce dont je vous parlais, c'est tenir au courant. Même par exemple, imaginez, vous partez en prod, votre proto, la prod catastrophe, proto qui marche pas, rien ne marche. Les gens, ils aiment être au courant. Ils aiment savoir, même quand ça ne va pas en fait, que vous leur expliquiez. Désolé. Et en plus, c'est des créateurs, c'est des créateurs, c'est des gens qui font partie de la communauté créative qui souvent vous back. Donc, ils ne vont pas vous juger en fait sur le retard. Ils savent que créer, c'est difficile, shipper, c'est compliqué, c'est dur. Donc, en fait, ils vont être beaucoup plus reconnaissants si vous leur dites « Désolé les gars, on a pris 3 mois de retard, sur la prod, c'est une catastrophe, etc. » Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, maintenant, depuis 18 mois, sur Kickstarter, il faut au moins un proto. Vous ne pouvez pas aller en campagne pour lancer Vous ne pouvez pas faire de rendering sur Kickstarter, c'est interdit. Le rendering, c'est quand tu utilises de l'image 3D en fait, pour montrer ce que serait le... Donc, tu es obligé d'avoir un proto. Et ça, en fait, c'est lancé depuis 1 an et demi ou 2 ans. Parce que les projets hardware, vous ne serez pas surpris, sont les projets qui ont le plus de retard, en fait. Parce qu'il y a toujours des merdes sur la production. Et du coup, c'est pour protéger un peu la communauté. Si vous êtes capable de faire un proto, ça rassure en fait Kickstarter et ça rassure la communauté. Je crois qu'officiellement, il n'y a aucune contrainte de livraison, quoi. Il y a des projets qui ont capoté et qui n'ont jamais donné leurs produits. Oui, alors là-dessus, ils se sont vachement baqués, c'est-à-dire qu'ils ont fait, maintenant, ils ont fait tout un blog post quand il y a eu cette crise, en fait, où effectivement, il y a une personne qui n'a jamais livré son projet. Et donc, Kickstarter explique bien qu'ils ne sont pas un magasin, en fait. Ils ne sont pas responsables. C'est une plateforme, ce n'est pas un store. Donc, ils ne sont pas responsables, tu vois, c'est comme YouTube. Attends, c'est comme YouTube, c'est comme Twitter, c'est comme tout le monde. Mais je veux dire... Pardon ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal. C'est normal qu'ils se. Non, mais c'est normal qu'ils se protègent de cette façon-là. Et effectivement, tu n'es pas responsable. Quand tu vas faire ta page, tu as un processus de. Oui, mais moi, j'adore. Alors, ça, j'adore en France. Donc, tu as peut-être 3 projets qui ont eu des crises sur 6 ans. Mais vous allez me parler que de ceux-là, quoi. Et moi, j'adore. Il y a vraiment qu'ici. Et ça arrive à chaque fois que je fais une presse. Donc, il y a un truc, chaque fois que je fais une presse sur donc, les projets qui n'ont jamais shippé. Donc, 3 en 6 ans, OK. Donc, le mec qui s'est barré avec l'argent. Enfin, je sais pas. Vous allez me trouver un truc comme ça. Et les taxes. Là, il y a une obsession sur les taxes. Vous payez trop d'impôts, je crois, dans ce pays. Donc, oui, il y a une obsession là-dessus. Mais honnêtement, la com de crise, elle a été activée 3-4 fois sur 6 ans. Je veux dire, c'est comme Airbnb. Et moi, je trouve que ça pourrait arriver beaucoup plus souvent, en fait. Le mec qui te saccage ton appart. Donc, en l'occurrence, c'est pour ça qu'ils se sont vachement protégés, qu'il y a le proto. Et aussi, quand tu crées une campagne, tu as un processus de validation. Donc, en fait, on check ton compte bancaire, ta société, le numéro ciré et le numéro de TVA. Donc, tu vois, tu peux plus partir avec la caisse, quoi. Ouais, bah, par exemple, Lima a eu énormément de retard. Quasiment 1 an, tu vois. Mais du coup, ils ont beaucoup updaté la communauté pour leur dire, encore une fois, on te pardonne, tu vois, si tu expliques pourquoi. Et Lima a pris beaucoup de retard sur la prod. Oui, mais tu vois, sur tous ces projets-là, c'est du hardware. Moi, par exemple, qui en est backé, je suis toujours un peu plus... je pardonne plus vite, quoi. J'imagine bien pour une start-up. Non, mais imagine une start-up qui veut lever 50 000 et que d'un coup, qui se retrouve avec 1 million à la banque et qui doit... Non, mais t'imagines, finalement, elle doit gérer un succès, quasiment. Non, tu n'as pas de plafond sur Kickstarter. Tu n'as pas de plafond. Non, mais d'un coup, quand tu t'étais dit... Pardon, vous parlez tous en même temps. Je n'entends plus. Non, mais tu vois, quand tu avais dit je vais lever 100 000 et que tu lèves 1 million, d'un coup, ta start-up, elle a autre chose à gérer. Et là, moi, je peux comprendre que du coup, il faut qu'il s'ajuste. Et puis, effectivement, quand tu fais un proto et que tu pars en prod, tu n'es jamais à l'abri d'une emmerde, quoi. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, quand même. Si vraiment on n'a pas besoin d'1 million pour le projet, on va avoir l'utiliser. Non, mais alors, eux, c'est ce qu'ils font. Paperware, en fait, après, ils font des paliers. Par exemple, tu vois, Flanners, ils avaient demandé... Pardon. Ils avaient demandé... en m'entendant le dire, tu vois, donc, ils avaient demandé 30 000. 60 000, ils donnaient... En fait, tu pouvais customiser tes pompes. En fait, tu fais des paliers. 120 000, tu crées autre chose, en fait. Et donc, tu peux penser comme ça pour gérer... pour essayer, de justifier ce que tu vas faire de ton argent. Une start-up Remarque, une start-up peut avoir trop d'argent. Je le pense, en plus. Twitter, c'est le cas. Ouais, en fait, ça peut vraiment... tu vois, moi, j'ai travaillé dans une start-up qui était très, très bien fondée. Oui, mais en fait, tu sais, ça peut parfois être en frugal innovation, être un peu contre le mur, pas avoir de moyens, et devoir créer, innover comme ça. Et en plus, ils ont levé de l'argent au moment où personne... où il y a eu une bulle. Ouais. Absolument. Tu peux dire, voilà, bah, du coup, cet argent-là, on va le développer, on va l'utiliser pour du RD, sur ce truc-là, sur ce truc-là. On ne te rend pas l'argent. Tu vois, tu ne reprends pas, on ne te prend pas l'argent parce que tu as levé beaucoup plus. Au contraire. Pour nous, tu vois, c'est très bien que tu sois successful, quoi. Donc ça, c'est un projet d'un des mecs, en fait, Chris, qui maintenant s'occupe un peu des projets de la validation des projets français. Il a été recruté sur Kickstarter parce que c'était un créateur. Donc il avait créé, chez Kickstarter, c'est tous des artistes. Quasiment les mecs en fait, qui s'occupent de Kickstarter sont des musiciens, des mecs qui ont fait du cinéma, des réalisateurs et tout. Donc c'est vraiment des passionnés de cette communauté créative. Donc Chris, il a été recruté après que son album ait eu du succès. Et donc notamment, par exemple, un de ses rewards, c'était effectivement l'album en preview sur iTunes, etc. Alors les contributeurs, c'est une communauté avant tout. Je sais que je n'arrête pas de répéter ce mot, mais quand vous travaillez Kickstarter, le mot crowdfunding n'est jamais utilisé. Mais jamais. Ils ont été créés avant que le mot crowdfunding n'existe. Après, c'est devenu un marché. Après, c'est devenu un truc. Mais eux ne l'ont pas du tout créé avec ça en tête. Eux, ils se sont dit, c'est pas normal qu'avec la puissance de la révolution numérique et d'Internet, tu puisses pas réunir 1000 personnes sur ton projet dans le monde qui peuvent te soutenir. Donc, ils ont cette obsession de la communauté. Tout est fait, en fait, autour de ça. Et effectivement, le soutien financier est une des conséquences. Donc, il y a si vous avez des questions, d'abord, il y en a pas mal qui sont répondus en fait sur la page kickstarter.com/France. Là, vous avez pas mal de facts sur quels sont les moyens de paiement acceptés, les frais, qui peut lancer un projet, quels sont les types de projets financés. Ah oui, il n'y a pas de Kickstarter France. Je sais que les gens me demandent toujours ça. Sinon, en fait, le lancement en France n'aurait aucun intérêt. Il n'y a pas un Kickstarter France avec les projets français. Il y a un Kickstarter.com avec des créateurs français qui peuvent aller sur Kickstarter.com. Donc en fait, dès que vous lancez votre projet, vous atterrissez sur la plateforme globale.
Le seul truc, c'est que maintenant, tu peux faire kickstarter.com/France, et là, tu vois les projets de France. Mais il n'y a pas de Kickstarter français. Sinon, on serait comme une autre plateforme. Enfin, l'intérêt, c'est quand même les 224 pays avec des millions de backers dedans, quoi. Donc, par exemple, si vous êtes Staffpeak, absolument, absolument. Les Mongols, peut-être, ou les Mongoliens. Mais une pensée pour eux aussi, de toute façon. Donc du coup, voilà. En fait, par exemple, si vous êtes, non, tu sais, tu es en pleine piscine, on te pardonne. Tout le monde est fatigué. Par exemple, si tu es Staffpeak sur Kickstarter, tu n'es pas Staffpeak France. Tu es Staffpeak Monde. Donc en fait, tu te retrouves automatiquement dans les Staffpeak mondiales. C'est quand même ça la plateforme. Alors moi, vous voyez, j'ai eu une réaction un peu de patriotisme économique, genre le méchant américain arrive, etc., etc. Il y a des acteurs français qui marchent très bien sur le marché, vous allez les tuer, etc., etc. Je dis, alors on n'a pas la même définition de patriotisme économique, tu vois. Parce que moi, je trouve que donner accès au monde à cette créativité française, à ces talents français, aux startups françaises, pour moi, c'est ça le patriotisme économique. C'est le fait de vous donner accès à une communauté globale qui est dans le monde, parce que penser la France de la France, ça n'a pas de sens. Penser la France du monde, ça devient un peu plus intéressant. Et même pour vous. Parce que moi, je ne connais pas un projet tech qui peut penser que marché français. Ça n'existe pas. Très honnêtement, ça n'a pas de sens. Moi, par exemple, avant de monter ma boîte, je travaillais pour une plateforme, pour une startup qui s'appelle Scoopit. Scoopit, peut-être certains d'entre vous connaissent. Personne ne connaît ? Ah, quand même. Bon, donc moi, j'ai lancé Scoopit Inc. Aux États-Unis, etc. Et la force de Scoopit a été de penser marché global tout de suite, parce que toute la plateforme était en anglais. Donc ils avaient eu beaucoup de complaintes des utilisateurs français en disant nous on veut une mais en fait ils avaient tout de suite pensé si toute la communauté interagit en français tout le temps, si les pages sont en français, une fois qu'on va s'ouvrir aux autres marchés, on est mort parce que c'est très compliqué après, vous voyez. En tech, l'essence précède l'existence, quoi. Donc du coup, pour vous, c'est quand même important de penser global, et moi je trouve que vraiment le patriotisme économique, c'est ça, c'est se dire, vous voyez, par exemple, j'ai eu des questions hyper légitimes, je pense, de start-upers et de mecs qui font du hardware, et qui me dit, moi je pense que si je suis un projet français, je suis pénalisée. Donc je vais quand même aller créer ma boîte au Delaware ou aux États-Unis, je vais passer pour un compte en banque français pour passer pour un projet américain. Donc je dis, qu'est-ce que tu m'expliques là ? Il me dit, si on est une start-up américaine, on n'est plus légitime, quoi, on n'est plus crédible. Je dis, ouais, enfin, si tu fais ça, tu nourris la bête, quoi. C'est-à-dire que si même nous, on pense ça de nous-mêmes, on est foutus, quoi. Parce que si même nous, on se dit, les Américains, ils font mieux que nous, nous, en tant que start-up française ou technologie française, on n'est pas crédible, je dis, on est foutus. Si même nous, on leur donne ça, vous voyez, donc moi, je trouve ça hyper important d'avoir plein de beaux projets tech, hardware. En plus, il y a plein de talents ici qui sont localisés ici et qui se présentent à la communauté globale. C'est ça, le patriotisme économique. Donc, des questions ? Vous en avez posé pas mal pendant la presse. Oui ? Mais il n'y en a pas. En fait, tu es comme une boîte française sur une plateforme américaine, donc c'est la loi française qui s'applique à toi, en fait. Il y a pas de... Tu vois, si tu utilises une autre plateforme de crowdfunding en France, tu es soumis exactement à la même réglementation. Il faut que tu vois Kickstarter comme un truc indolore, en fait. C'est une boîte américaine. Non, tu n'es pas en equity. Là, tu parles en fait de toute la législation qui est liée à l'equity. Et nous, en fait... Mais vous savez, sur Kickstarter, il n'y a pas d'equity. Personne n'a votre boîte. Pas de part, oui. Il n'y a pas de part. Donc là, en fait, tu n'as jamais été limité par la législation. D'accord. C'est pour l'equity et le prêt que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'avais une question. Du coup, j'ai vu qu'on peut choisir effectivement le nombre de jours. Qu'est-ce qui définit le nombre de jours ? C'est vous. C'est vous qui décidez. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas un reward supplémentaire. Plus c'est long... Ouais. Ok. Mais là... École de geek, hein. Alors, non. C'est pas parce que, en fait, 30 jours, en fait, par exemple, le golden number, c'est 33 jours. Donc, en fait, ça change rien si ta campagne, on peut penser, si je fais la campagne 60 jours, je vais gagner plus d'argent. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que je te dis, t'as intérêt à ce que ta campagne parte comme une... Vous avez des stats là-dessus qui disent que en fait, on a des stats, ils ont des stats qui disent qu'en fait, le nombre de jours ne fait pas le succès du tout de la plateforme. Si ta campagne, elle démarre jamais, elle démarrera jamais, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas pas rameuter ta communauté au bout de 20 jours. Ça n'existe pas. Donc du coup, c'est pour ça que, en fait, 33 jours, c'est le golden number, ou un truc comme ça. 35 jours. C'est vous qui décidez combien de temps. Et vous pouvez changer votre page tout le temps, pendant toute la campagne, sauf le montant que vous avez demandé, les récompenses et la durée.
Mais tu peux changer ta vidéo si tu l'aimes pas en milieu, tu peux rajouter des trucs sur ta page. Par contre, tu ne peux plus rien changer. Une fois qu'une récompense a été choisie par un backer, tu peux plus y toucher et tu peux pas changer la durée de ta récompense. Et tu ne peux pas changer le compte en banque. Tu peux pas changer qui a l'argent en fait pendant le truc. Non, tu fais autant que tu veux. Pardon. Il y a une limite au niveau. Il marche pas. Ah si, il marche. Ah oui, il faut rouler une pelle. Non, mais il faut lui rouler une pelle, le machin. Attends. Bonjour. Ouais, comme ça. Comme un rappeur, quoi. Ouais, tu fais un truc cool. Donc, c'est dégueulasse. Il y a des récompenses, on voit des 10 000 $ et tout, il n'y en a qu'une. Ouais. En fait. Mais on peut faire ça avec toutes. C'est pour teaser. Oui, bah ouais, mais enfin, c'est un peu enfin, je veux dire une bizarre ta technique. C'est-à-dire que non, mais en fait, je m'imagine. Si... Je sais pas, je veux. Non, mais je veux ça c'est lancer pour teaser. C'est-à-dire que si tu as une récompense très sexy et que tu as 10 places, les mecs vont se jeter dessus. Mais donc à 500 ou 600 €. Si tu as besoin de lever beaucoup d'argent, par exemple, si tu sais que le reward le plus prix c'est 35 €, laisse-le ouvert. Moi, je ne mettrais pas de limite, par exemple. Par exemple, pour donner envie, sur des gros packs hyper classe, top, où tu sais que tu vas avoir du fan, ou machin, etc., j'en mettrais 5. Pour en fait que les gens y aillent, quoi. Moi, ma peur, en fait, c'est au niveau de la production. Par exemple, imaginons, moi, j'ai des petits projets en Arduino chez moi et tout. Je m'amuse bien. Ouais. J'aimerais bien le proposer aux autres. Donc, je sais pas, un truc pour surveiller sa porte d'entrée, par exemple. Ouais. Je peux en produire une centaine. Mais par exemple, si mon projet, il défonce tout, j'aurai 100 000 $ et je dois en produire 1000. Ouais. Je peux pas. J'ai pas envie. C'est exactement la configuration devant laquelle plein de startups se sont retrouvées. Et voilà. Et bah, tu vas figure out. Tu vas trouver, quoi. Bah ouais, mais je peux aussi le limiter. Mais tu as plus d'argent pour le faire. Non, mais attends, là, tu me dis, en fait, j'ai été trop ambitieux. J'aimerais être un peu moins ambitieux. Ouais. Je voudrais en faire 100. Il y a 10 000 personnes qui veulent mon produit. Non, 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 non. Non, mais il y a un moment, il faut garder les pieds sur terre quand même. On n'est pas des... Ah bon? Non, mais j'ai pas dit ça, mais mec, vas-y. Non, mais attends, moi je comprends pas ta théorie. Ce qui veut dire que tu ne veux pas apprendre à en produire 1000. Hein. S'il y a des gens, il y a 1000 personnes qui sont intéressées par ton projet, tu fais oh non. J'ai des projets en tête, ils ont reçu tellement d'argent, ils pouvaient plus. Restons down to earth. Non, mais moi je comprends pas ta question parce que si en fait, toi t'es comme un fou, tu vas être devant ton écran, tu vas voir les chiffres défiler, tu vas voir 99, 100, 200, 300, là tu exploses de joie. À 500, tu te dis waouh, je suis le roi du monde. À 1000, tu te dis truc de fou. Donc toi, tu me dis oula, truc trop de fou. Franchement, moi, je trouve ça bizarre. Bah parce que on est en train de te prouver que les gens, il y a un marché pour ton produit, quoi. Que les gens le veulent vraiment. Ah non, mais attends, il faut absolument que vous lisiez le post du mec de Lima qui a expliqué c'est genre mon expérience Kickstarter de 2 geeks dans un garage à 22 employés. Donc il l'a posté sur Medium il y a 10 jours. Lisez ça. Hyper stressant, mais ça a changé la vie de la boîte. Parce qu'ils n'avaient pas du tout prévu de lever plus d'1 million sur Kickstarter. Ça peut détruire une vie aussi. Mais l'entrepreneuriat... Alors c'est... Mais je vais te dire, Antoine, il s'appelle Antoine. Sinon, tu vas bosser. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Antoine? Tuan. Donc, 1, l'entrepreneuriat peut détruire une vie. 2, le succès peut détruire une vie, comme l'échec, tu vois. Mais je veux dire, moi, quand tu réussis ta campagne Kickstarter, je prends plutôt ça comme un cadeau, en fait. Ça s'appelle un challenge, pas un problème. Je veux pas te la faire à l'américaine. Tu vois, je vais te raconter une histoire. Il y a un mec, je fais une présentation Kickstarter School, et j'invite un mec qui a cartonné sa campagne, quoi. Je me dis, il va faire un truc bien sexy et tout. Il arrive, et donc il avait 6 slides, les 6 problèmes que j'ai rencontrés pendant ma... Je dis, donc ça s'arrête aux 6 problèmes? Il dit, oui. Je dis, mais il faut quand même que tu leur expliques que ça a été un succès quand même. Donc, tu vois, il y a un petit prisme quand même que j'ai trouvé. Et je dis, tu vois, si tu avais été aux États-Unis, le mec, il aurait appelé ça les 6 challenges. Ça aurait commencé avec les 6 challenges, et puis ensuite, il t'aurait fait le Heroes Journey, tu vois, un bon storytelling. Il t'aurait raconté alors le Heroes de Star Wars qui part avec son truc, les obstacles, le truc trop dur et la victoire finale. Il t'aurait raconté ça, l'américain, tu vois. Change ton prisme, toi. Dis-moi. Si je t'entends. Si, mais c'est eux qui t'entendent. Ouais, c'est le stream qui t'entend pas. Merci. Quand on veut lancer un Kickstarter, il y a quand même des prérequis à avoir si on lance une idée ou un concept. Bien sûr. Au final, c'est pas si starter que ça. Comme vous le dites, maintenant, il faut en plus
Un proto. un proto, et pour avoir ce proto, même si on a... Alors moi, je te dis, dans les créateurs que j'ai rencontrés, j'ai vu énormément d'incubés. Moi, j'étais chez Creatis, au Fab Lab, 104 incubateurs, j'en ai vu plein. J'ai trouvé que quand même, c'était beaucoup de early stage start-up. Hein. D'accord. J'ai vu que ça. Juste pour rajouter, c'est au niveau quand on a une bonne idée, par exemple, il faut déposer des brevets ou ce genre de choses. Il faut prérequis avant et ça demande pas mal d'argent quand même. Alors, on n'a moi, pas je pense forcément. Bon, alors le brevet. Bon, alors le brevet, déjà, une start-up n'a pas l'argent, généralement, honnêtement, pour déposer un brevet. Ensuite, je vais te dire un truc que je pense. Je pense qu'une idée ne vaut rien. Ce qui compte, c'est l'exécution. D'accord ? Et le sol sur lequel tu l'as... Mais est-ce qu'on garde un droit d'auteur quand même en l'ayant mis sur Alors, mais nous, Kickstarter ? rien n'appartient à Kickstarter. Hein. D'accord. Mais je veux dire, le brevet, je veux dire, c'est un truc que Google et Apple peuvent jouer avec ça 10 ans, si tu veux. Mais moi, je trouve que, bon, j'ai mon point de vue là-dessus. Je pense qu'une startup a autre chose à foutre que dépenser de l'argent dans les brevets, pour être honnête. Et encore une fois, ne fais pas de la rétention d'informations à ce niveau-là. Moi, je ne crois pas au vol d'idées, tu vois. Moi, je ne crois pas qu'une idée vaut quoi que ce soit. Une idée, ça vaut 0. Personne ne pourra te piquer l'exécution, personne ne pourra te piquer l'âme de ta boîte, personne ne pourra te piquer la culture de ta boîte, personne ne pourra te piquer ton équipe. C'est ça qui vaut de l'argent. Tu vois ? Pardon. Un peu trop à l'américaine, là. Deux questions. La première, c'était qui les 10 autres pays avant nous ? Les 11 autres pays ? 11 autres. Angleterre, Allemagne. Taquin. Alors, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, les Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Australie. J'en ai à combien ? Non, mais c'est intéressant de savoir quels sont les pays qui sont les plus engagés. Je vais te dire, ouais, exactement, c'est en termes d'usage. C'est là où ils repèrent le plus de contributeurs, en fait. Et l'Espagne a lancé après nous, là, il y a une semaine. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous aidez, à quel niveau vous aidez pendant la campagne ? Alors la vérité, moi, est-ce qu'il y a des, est-ce toujours que par mieux que exemple, l'inverse. si vous arrivez alors à moi, 1 je vais te million, dire, j'ai énormément aidé les backers pour le lunch, parce que c'était le deal. Donc moi, à 23h le dimanche, salut Axel, je te dérange pas ? Pas du tout. Donc ça, c'est le niveau d'accompagnement, oui. Pour le lancement, c'est vraiment à ce niveau-là d'accompagnement que j'étais. Moi, je checkais le 27 mai la plateforme, mais comme une maman poule. Hein. J'étais là, vraiment, ce niveau d'engagement-là et de proximité, il était vraiment là. Est-ce qu'après le lancement, ça sera la même chose ? Je ne sais pas. C'est plus compliqué, tu sais, c'est quand même une plateforme qui fait 22 000 projets par an, quoi. Donc, mais par contre, pour le lancement, oui. Et moi, dès que je peux, j'accompagne le plus possible. Hein. Vraiment le plus possible. Mais du coup, j'ai une question parce que je suis un peu perdu. Tu fais pas partie de Kickstarter ? Non, Kickstarter n'a pas d'employés en France. Moi, j'ai été mandatée... Moi, ils sont venus me voir quand ils ont démenti, on a démenti l'arrivée de Kickstarter. Moi, ils sont venus me voir 3 semaines après en me disant on arrive. Normal. Classique. C'est américain, quoi. Donc, moi, j'étais à San Francisco, parce que moi, je vis à San Francisco depuis 5 ans. J'avais rencontré l'équipe de Kickstarter il y a 2 ans. Au moment où je venais de lancer ma boîte, je les ai rencontrés à Portland à une conférence. Je leur ai dit si un jour vous faites un truc en France, venez me voir. Parce que moi, j'avais un tout petit peu commencé à bosser dans la tech, j'étais un tout petit peu identifiée. Je dis moi, je pourrais repérer les communautés créatives pour vous. Et je viens du Cinoche. Donc, je connais aussi bien les communautés tech. Enfin, je me suis vendue, quoi. Et du coup, bah oui. Et ben oui, faut y aller, quoi. Et du coup, ils s'en sont souvenus 2 ans après. Donc, ils sont venus me voir en me disant, on va lancer en France, est-ce que ça t'intéresse ? Si ça ne t'intéresse pas, recommande-nous quelqu'un. Donc, comme il fallait être 3 mois ici, et comme moi, normalement, je fais 1 mois Paris, 1 mois SF, au début, j'ai dit non. Et donc, j'allais leur recommander quelqu'un d'autre. Après, je me dis, t'es folle. C'est un projet canon. Et puis moi, je suis une créative. J'ai passé ma vie avec des créatifs et tout. Donc, ça va être top. Donc, moi, j'ai été mandatée sur une mission de lancement. Donc en fait, ils ont pris une locale qui était identifiée dans la tech, qui pouvait rencontrer les créas, machin, qui parlait français, qui allait pouvoir les aider et qui allait les aider à ce que le 27 mai, on ait des beaux projets online. Et donc moi, le 27 mai, j'avais 105 projets online. Moi, j'ai servi à ça. D'accord. Et donc du coup, ton rôle à partir de maintenant sur ce projet-là. Donc là, c'est du follow-up. Tu vois, moi, je continue, mais je m'arrête à l'été, normalement. Après, mais bon, moi, je veux dire, à partir du moment où on se rend compte, ce que je dis aux créateurs que je rencontre maintenant, je dis, moi, évidemment, je vous transfère aux équipes. Je suis pas un monstre, quoi. Je suis pas, oula 30 juin. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Du coup, non. c'est ma question par rapport à toi. Est-ce que mais moi j'ai ma boîte. Donc donc moi ce que je fais, j'ai créé l'agence il y a 2 ans. Donc moi j'ai lancé quand My Little Paris, peut-être que vous connaissez, qui est une start-up, est venue me voir. Moi à l'époque j'étais directrice marketing chez Scoopit. Ils sont venus me voir en me demandant de faire du trendspotting, de sentir ce qui se passait dans la vallée pour essayer de leur donner des idées en fait, pour nourrir la boîte à idées, tu vois. Parce que quand tu es toute la journée sur l'opérationnel, ils n'ont plus le temps.
d'avoir des idées. Du coup, moi, j'ai servi à ça pour My Little Paris. Ça m'a éclaté. Et après, Loïc Lemer, qui a une conférence qui s'appelle Le Web, est venu me voir pour l'aider à faire la ligne éditoriale du Web Londres. Donc moi, j'ai proposé la sharing economy et Digital Hippie. Et en fait, j'ai lancé ma boîte comme ça, en me disant, bon, ça m'amuse, je préfère être un électron libre. Ça m'amuse de bosser sur différents projets comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à définir ce que je fais, parce que tu vois, entre Kickstarter, le Web, My Little Paris, l'Occitane, Puma, comment te dire ? Il y a un monde, quoi. Mais bon, moi, j'assume. Je suis partout, donc... Enfin, je suis partout. Oula. L'État, c'est moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, voilà, j'ai lancé avec My Little Paris et le Web, donc plutôt sur un truc de trendspotting de la vallée et de curation et d'édition sur des conférences, en fait, sur la tech. Et j'ai lancé la boîte comme ça. Et ensuite, alors je sais bien que quand tu es toute seule, t'es pas une start-up, mais tu es comme un entrepreneur, en fait. Tu es tout seul, et puis du coup, j'ai lancé la boîte comme ça. Et tu vois, j'itère au fur et à mesure des gens qui viennent me voir. Moi, j'ai jamais trouvé un client par mon site internet. Vous pouvez le voir, mais je veux dire, c'est toujours du bouche à oreille, des gens avec qui j'ai travaillé, etc. Donc Kickstarter, c'était le lancement de communautés créatives ici. Le web, c'est de la curation d'événements. Je veux dire, The Family, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est vraiment... Bon, alors moi, maintenant, j'ai quand même identifié que je préfère travailler avec ces communautés-là. Tu vois, Puma, par exemple, très beau, très joli, grand nom sur mon site et tout. Bon, t'as un impact qui est très limité, quoi. Et moi, j'aime bien voir que je suis impactful, j'aime bien bosser avec les startups, j'aime bien bosser avec la communauté numérique. Je crois que c'est vous qui changez ce pays, donc je préfère travailler avec ces forces-là, quoi. Je préfère travailler avec des gens... Qu'est-ce que tu voulais dire ? Mais non, mais là, attends. Alors moi, si tu veux, j'écris tout le temps là-dessus. Gabriella pourra le dire. Ce n'est pas du chiquet. Hein. Moi, je ne fais jamais de French bashing. Ça fait 5 ans que j'habite dans la vallée. Alors, les 2 premières années, waouh, genre, pauvre France, quoi. Tu n'as rien compris. Non, mais vraiment. Bah, il y a cet effet-là. Quand tu arrives, c'est sûr. Donc, les 2 premières années, je suis jamais rentrée. Jamais. Je dis, mais l'avenir, il est là-bas. Les gars, vous avez rien compris tout. Et puis alors ensuite, tu regardes un peu différemment quand même. Parce que la Silicon Valley a quand même un prisme particulier sur ce que sera le futur. Et quand tu as des racines européennes et françaises, d'abord, le mot social ne veut pas dire la même chose là-bas, je préfère vous rassurer. Social, c'est la philanthropie là-bas, c'est pas exactement la même chose. Donc du coup, toi, de ton prisme européen et français, il y a des trucs quand même que tu commences à questionner. Et dessiner l'avenir, c'est pas forcément... l'innovation n'est pas synonyme de progrès. Voilà, c'est pas toujours... Donc toi, tu commences un peu à questionner ça. Tu questionnes un peu tes racines sociales. Et puis moi, j'ai un peu une obsession sur tout ce qui est démocratie et technologie. La Silicon Valley s'en fout. Enfin, la Silicon Valley s'en fout pas, mais pense que le gouvernement, les institutions, tout ça, ça sert à rien. Larry Page, il veut faire une île où tu peux tout faire, sans gouvernement, sans loi, sans rien. Donc je veux dire, et puis il faut aussi penser que la Silicon Valley, le mythe du geek, de la contre-culture hippie, tu oublies ça. Hein. C'est fini, ça n'existe pas. Tu vois. Donc moi, j'en suis un peu revenue, pour être très honnête. C'est un endroit passionnant, dans le sens où c'est un endroit qui raconte sa propre légende, donc qui drive les talents du monde entier. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, quand je suis dans la Silicon Valley, moi, je ne parle que technologie. Je parle tech, hack, tech. Quand je suis ici, je parle tech, hardware, cinéma, architecture, mode. C'est ça l'innovation pour moi, tu vois. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est un mec qui s'appelle Steve Jobs, qui, quand il a présenté l'iPhone, il a fait, peut-être que vous voyez cette photo où il a mis une intersection liberal art et technologie. Et il a dit, moi, Apple, c'est pas une entreprise technologique. On n'est pas une boîte de tech. On est une boîte de liberal art et de technologie. Et il avait derrière lui 2 intersections. Donc l'image, elle est online, si tu veux la trouver. Il dit, l'innovation, elle se passe là. Elle se passe là où le liberal art et la technologie se rencontrent. D'où son obsession du designer. Parce qu'il pense que le designer... Il a cette façon un peu émotionnelle de l'artiste, hein, et il a la connaissance technologique aussi pour ça. Donc moi, par exemple, sur cet ADN-là, je trouve que la France est beaucoup plus puissante. Beaucoup plus puissante que la Silicon Valley. Donc moi, je ne te lance pas des fleurs pour te lancer des fleurs. Je te lance des fleurs parce que je pense tout ce que je dis, je pense tout ce que j'écris. Je pense que nous, ici, on a tout. Vraiment, je le pense. On a les talents, on a l'ADN, on a un truc qu'ils n'ont pas qui s'appelle l'Europe. Parce que moi, je suis très étonnée qu'on ne tape... j'allais dire un truc. Je suis très étonnée qu'on ne tape jamais dans la diversité européenne. Alors, là, Alfred-Ciné, on verra ce que ça donnera. Mais je veux dire, on a quand même... L'innovation, c'est la diversité et l'open collaboration. Okay, c'est pour ça que la rétention d'idées, moi, j'y crois pas du tout. Alors, pas du tout. Tu devrais lire un bouquin de Walter Isaacson, qui est le biographe de Steve Jobs, qui s'appelle Les Innovateurs. Et il raconte l'histoire de la Silicon Valley. Et en fait, quand il a écrit le bouquin, il a dit, en fait, l'innovation... c'est des mecs de plein d'horizons différents qui partagent leurs idées, qui se mettent dans un garage. Donc lui, il ne croit qu'à ça, au fait de ne pas faire de la rétention d'informations pour faire de l'innovation. Donc du coup, on a quand même ça, on a cette diversité qui s'appelle l'Europe à 2 heures de train, tu vois.
et on tape jamais dedans. Moi, j'aurais jamais créé la French Tech, tu vois. J'aurais fait l'European Tech direct. Moi, j'espère qu'à la Fraissinet, il y aura des startups avec un cofondateur français, italien, portugais. Tu vois ce que je veux dire? Cette richesse-là, on l'a ici, quoi. Donc moi, je crois beaucoup à cet ADN-là. Le seul petit problème qu'on a, c'est effectivement l'état d'esprit. C'est le fait de se donner cette permission-là. Moi, j'ai écrit pour The Next Web, qui est un pure player. Et donc, quand j'avais des pitchs d'entrepreneurs américains ou français, c'était pas la même histoire, je peux te dire. Donc, l'entrepreneur français, moi, j'avais toutes les bullet points sur son PowerPoint de tout ce que son truc pouvait faire. Mais tout. Genre, t'as vu comme mon produit est intelligent. Alors moi, j'avais bien compris au bout de 3 slides, mais je dormais. Parce que j'ai pas compris tous les features. Donc, l'entrepreneur français, il est vraiment dans le what, il intellectualise à mort. Tu vois, pour être sûr. L'entrepreneur américain, il m'a endormi en 3 slides, mais il m'a vendu son père, sa mère, l'igloo, il a changé le monde et tout. Moi, je suis là, waouh, quoi. Donc, il a vraiment... Oui, mais ça, je sais que c'est un mot qui est complètement galvaudé et tout, mais storytelling à l'américaine, c'est quand même... quand on te pitch, c'est quand même fort. Et ici, en France, il y a quand même cette obsession d'intellectualiser son produit, de me dire à quel point c'est smart, mais les gens n'achètent jamais pourquoi tu fais un produit. Enfin, ce que tu fais, ils l'achètent pourquoi tu le fais, en fait. Et l'Américain, il a très bien compris ça. Donc moi, si ça t'intéresse, j'écris beaucoup là-dessus, dans le Huffington Post, et je n'écris que du bien sur vous. Je ne dis que... Moi, quand je suis arrivée, on me dit, ça fait 2 mois que tu es là pour Kickstarter et tout, t'es pas trop doom and gloom, parce que c'est un peu déprimant ici par rapport à la Silicon Valley. Je dis, bah non, ça va, non. Moi, je vois des gens qui créent toute la journée, qui luttent contre les forces d'inertie, tu vois, qui sont là contre les vents contraires, qui se battent. Je dis, moi, je suis galvanisée par eux. C'est quand même eux qui... C'est jamais la société qui pousse la société. C'est les 10% qui y croient pour les 90% d'autres, quoi. Donc, vous êtes les 10%. Donc, voilà, moi, je crois beaucoup en vous. Est-ce que de la part de la communauté qui suit le projet, on peut attendre plus qu'un retour et justement par la suite recruter des gens qui peuvent être à qui le Bien projet sûr, il y a plaît même eu un énormément? mariage Kickstarter, tu vois. Où il y a une backeuse qui s'est mariée avec un des créateurs. Ouais, bien sûr. De toute façon, les commentaires, c'est ce que tu disais, les commentaires sont hyper utiles parce que tu as quand même une communauté de geeks. Enfin, c'est beaucoup d'hommes. Ouais, les gens qui 20... reviennent sur votre projet, c'est des gens lambda ou des gens qui sont assez... C'est une communauté globale, mais quand même, j'ai pas les stats en tête, mais c'est très masculin et très 25-34. Donc tu as une communauté assez geek, assez engagée. Si tu as plus de... Par exemple, si tu veux repérer, moi je repère, s'il y a un projet qui a aucun commentaire, qui a 20-30 backers, c'est que c'est des potes. Ok, ouais. Et on peut faire... Et il y a un système de mise sûr. en relation un peu... Toi, Enfin, tu assez, peux leur écrire directement. ok, Tu as un ouais. email, ils peuvent t'envoyer des private messages. D'accord. Une fois qu'ils t'ont backé, hein. Ok. Pas quand ils font Ouais, un commentaire, D'accord. quand ils t'ont backé. Bah ouais, c'est comme ça que tu crées ta communauté, en fait. Bah, la salade de pommes de terre, c'est important aussi, moi, je trouve. Non, mais attends. Alors voilà, la salade de pommes de terre. Moi, je trouve ça drôle, je trouve ça génial. Je trouve ça top. Et franchement, enfin, moi, j'ai pas backé, tu vois, mais j'ai trouvé qu'il avait hijacké le truc. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça très drôle. Tu vois, il y a vraiment la vidéo, elle est hyper drôle. Vous voyez ce que c'est ou pas, le projet Potato Salad? Ouais. Bon, bah ouais, c'est un proto pour faire une potato salad, quoi. Bien sûr qu'il l'a fait. Il est en train de la faire, il va la commercialiser. Mais tu vois, Kickstarter a une très bonne façon de se défendre là-dessus, quoi. Eux, ils trouvent ça très drôle, ils ont pas de problème. Le plus gros problème pour Kickstarter, c'est quand tu as des mecs comme Spike Lee qui viennent sur la plateforme. Spike Lee, Spike Lee, vous connaissez qui c'est? C'est comme si tu avais Spielberg, enfin un gros réalisateur français hyper connu, qui venait. Et en fait, comment tu justifies? Parce que c'est pour les créateurs qui n'ont pas forcément les accès. Et donc, eux, c'est là où ils ont le plus de problèmes, le plus de questions. C'est genre, ce mec-là n'a rien à faire là parce qu'il n'a pas besoin de la plateforme pour exister. Et Kickstarter dit, c'est pas vrai. D'abord, en plus, le projet de Spike Lee était un projet ultra indépendant, hyper compliqué. Donc, exactement. Oui, mais enfin, je veux dire, ils trouveront toujours... Non, mais tu vois, par exemple, Véronica Mars, ou par exemple... Tout ça, en fait, ils le justifient très bien par le fait que si un projet a créé une communauté autour de lui, il mérite d'exister. Et effectivement, Spike Lee, c'est beaucoup plus indépendant. Mais tu sais, si Spielberg venait, il le prendrait. Enfin, c'est plus compliqué à justifier. Moi, tu vois, j'ai vu une boîte de prod française qui fait des gros succès français. J'aurais dit, c'est très compliqué d'aller taper le porte-monnaie de la communauté si vous pouvez lever les fonds sans eux. Mais sur un documentaire, un projet un peu plus compliqué, pourquoi pas, tu vois? Ça justifie. Hein. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, je vous donne mon email, axel@kickstarter.com. Voilà, comme ça. Avec ce... Ah ouais, non, mais de toute façon, vous allez me demander... Non, mais attends. Ouais. À xe2le@kickstarter.com ou axeltest@me.com. Voilà, non, je fais pas de rétention d'email. Enfin, on est entre nous, quoi. Donc, par contre, vous avez peut-être d'autres questions, ceci dit. All good? Qui a une idée de projet pour Kickstarter? Toi?
Tiens. L'ironie. Ok, cool, cool. Ouais, dis-moi. Ou encore plus maintenant, parce qu'en fait, avant, quand tu avais fini ta campagne, le mec arrivait et voyait campagne undead. Donc tu perdais le mec qui arrivait sur ta campagne, en fait. Alors que maintenant, ils ont créé un truc qui fait que tu peux créer comme une home page quand tu arrives sur la fin de la campagne, et ça te renvoie sur ton site. Tu peux continuer à vendre, en fait, après la campagne. Et ça a 1 mois, ce nouveau truc. Donc c'est pas mal, quand même. Pardon ? Oui, ça date d'1 mois. Voilà. Merci à vous. Du coup, il y a un buffet maintenant. Bah oui, il y a quelqu'un qui s'en occupe même.